Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. En fait, je pense que inconsciemment, on a des rêves. C'est là. Et c'est juste qu'on n'y croit pas. On se dit non, mais c'est pas possible. Je peux pas vivre. Je peux pas vivre de ça. C'est compliqué, des responsabilités, etc. Mais si on visualise et on se donne vraiment les moyens, en fait, Allah, il facilite. Il nous donne les opportunités. Mais il faut avoir cette vision lointaine. Si on ne sait pas où on va, on va se perdre en route. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullah, Ibtihal. Alaykoum salam, wa rahmatullah. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va super. Ça va super, écoute. On a essayé de faire cette interview un peu plus tôt, il y a quelques mois. Ouais, Malheureusement, ça a dû être reporté, mais alhamdoulilah, on a réussi à la faire finalement, je suis content. alhamdoulilah. Avant la fin de Alhamdoulilah. l'année. Avant la fin de l'année, voilà. Bah, ça sortira peut-être pas avant la fin de l'année, mais ouais, au moins ce sera fait. Mm. Tout d'abord, bah, merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler de, évidemment, ton parcours, on va parler de tes investissements dans l'associatif, et plus récemment, tu as rejoint le Secours islamique, donc on en parlera aussi, Inch'Allah. Pour commencer, petit Hel, je vais te demander de te présenter rapidement. Ça marche. Alors, Ibtihel, d'origine parisienne, ethniquement marocaine-tunisienne. J'ai 29 ans. Dans mon parcours, en fait, je suis ingénieur en énergie. Et ensuite, j'ai un peu changé, bifurqué un petit peu dans le développement durable et l'humanitaire. Mhm. Et voilà, après, j'ai eu l'occasion de vivre et d'avoir des expériences dans pas mal de pays différents. Ouais, alhamdulillah. Et me voilà aujourd'hui back to Paris, de retour à Paris au Secours islamique. Au Secours islamique, machallah. Ouais. Quand tu étais petite, tu voyais déjà ton intérêt pour tout ce qui est associatif, humanitaire? Quand j'étais petite, déjà, moi, je sais pas ce que je voulais faire. Et j'ai toujours été baignée en fait dans le monde associatif via ma mère qui était tout le temps dans le monde associatif. Elle m'emmenait toujours avec elle, même que ce soit les petites madrasas, les mosquées Hmm. du coin pour donner des cours, etc. Donc j'ai toujours aimé être là, aider et du coup c'est un peu normal pour moi de revenir dans l'associatif depuis que j'ai commencé mes études, on va dire, et en faire Ouais. un métier hein, ensuite. Donc, tu étais ingénieur, tu disais? Tu as fait des études en quoi exactement? Ouais, donc 17 ans, au terminal, il faut choisir sa filière. Et Dans quelle ville tu étais? j'étais à Paris. Donc moi, j'ai fait Ouais, toutes mes études à Paris jusqu'au bac. ok. Et pour moi, c'était soit ingénieur, soit docteur, soit avocat. Voilà quoi, les trois Ce que métiers. les parents poussent à faire. C'est ça. Et j'étais assez bonne en sciences, toute Ouais. matière scientifique. Et moi, même moi, j'aime beaucoup les maths, etc. Donc ça me paraissait logique de faire une école d'ingénieur. Et Hmm. du coup, je Hmm. suis partie à Strasbourg et j'ai fait un génie énergétique et climatique. Ok. Pourquoi génie énergétique et climatique? Ouais, en fait, un peu aussi au hasard. Donc moi, j'arrive à l'école, donc il y a les 2 premières années en prépa intégrée. Donc c'est du tronc Ouais. commun et ensuite il faut choisir sa spécialité. Donc il y avait quoi? Il y avait mécatronique, mécanique, informatique, civil, tout ça. Ça m'intéressait pas vraiment. Et j'ai eu de la chance dans cette école, il y avait énergie, c'était un peu la filière un peu plus intéressante, on va dire. Du coup, voilà, c'est un peu le hasard pas le hasard, c'est assez intéressant, mais ouais. Et ça me plaisait pas mal, en fait. D'accord. D'accord, ok. Et de fil en aiguille, tu t'es donc réorienté. C'était après tes études ou pendant tes études? Alors, j'ai fini mes études euh, et j'ai travaillé en tant qu'ingénieur Ouais. en conception énergétique dans le bâtiment pour un bureau d'études assez gros ici sur Paris. Mhm. C'était intéressant. Enfin, franchement, j'ai eu de la chance. J'ai fait des beaux bâtiments, que ce soit Château de Versailles, que ce soit la Bourse, la Canopée, pour les gens qui vivent à Paris, ils connaissent. Ouais. Mais c'est vrai qu'au bout de un peu plus d'un an, j'ai commencé à me dire, à me poser des questions, à me dire, c'est pas ça que je veux faire toute ma vie.
Ouais. être assise derrière un bureau, même si, bon, des fois, on allait un peu sur le chantier, c'était assez sympa. Et surtout, alors j'étais dans un bureau, on était quatre, j'étais déjà la seule fille de mon département, et je voyais un de mes collègues qui comptait en fait ses années avant la retraite, et ça faisait déjà 20 ans qu'il était dans la boîte. Et moi, en fait, Hmm. il était vraiment mais, en face de moi et il se plaignait tous les jours. Et Ouais. moi, je me disais, je veux pas devenir comme ça, il faut absolument que je parte. Et c'est toujours le piège. Si on reste trop longtemps dans une boîte, après, c'est difficile de partir et de changer ses habitudes. Ouais. Et j'avais envie de faire un truc qui était plus aligné avec mes valeurs. Donc, j'ai quitté. Donc c'est grâce à lui un peu en fait. Ouais, c'est grâce à lui, il y a plein de choses. Subhanallah, il y a toujours des choses, des discussions, des rencontres qui nous influencent dans nos choix de vie après. Des Ouais. fois, on s'en rend pas compte, ouais. Alors tu décides de partir, tu te dis que c'est pas fait pour toi. Mm. Tu as un process de réflexion, j'imagine que tu te demandes qu'est-ce que tu peux faire à la place, où est-ce que tu dois reprendre des études, est-ce que tu peux directement enchaîner sur autre chose? C'est quoi ta réflexion à ce niveau-là? Mm. Grosse réflexion. Ça m'a pris 3 ans hein, pour vraiment Mhm. me mettre sur le chemin qui en fait me faisait rêver, qui était vraiment aligné avec ce que je voulais faire. Ouais. Donc j'ai voyagé, je me suis vidé l'esprit, parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup voyager et ça me permet de me ressourcer et de Ouais. réfléchir et de voir en fait, bah, il y a beaucoup de métiers. Des fois, je regardais, j'étais comme ça dans la rue, je voyais un vendeur de cassettes de jeux vidéo et je me disais, bah, en fait, ça, c'est un métier. La personne vit de ça, quoi. Et Hmm. Elle a l'air heureuse. c'est ça. Et nous, on n'en sait rien. Quand tu es en terminale, tu peux pas dire, je veux être vendeur de cassettes de jeux Ouais. vidéo. Et donc, ça m'a permis voilà, de réfléchir, de me dire, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je me suis posée, j'ai fait mon Ikigai aussi, pas si Ouais. tu connais. Ouais. Et Bien sûr. L'intersection entre ce que tu aimes, ce que tu sais faire, ce que ton le monde a besoin et ouais, ce qui peut te faire gagner de l'argent. c'est pourquoi tu peux être payé. Ouais, voilà. Et Ouais. c'est vrai que moi, j'ai plusieurs Ikigai. Donc, à un moment, je voulais dire, je voulais être photographe, reporter, faire des documentaires, prof. Il y avait pas mal de choses. Et Gros travail, hein, l'ikigai, ça prend du temps, hein. Il faut ouais. s'asseoir, il faut prendre des notes. Par rapport à ça, par rapport à l'ikigai, comment tu as découvert ça? C'était quoi le process? Voilà, tu as pris une feuille blanche, tu t'es assis, tu as réfléchi, ça a pris des semaines, des mois, des années. Ouais, j'avais rencontré ici sur Paris une sœur Mhm. qui nous avait, c'était pendant un événement avec EMF, Ouais. étudiants musulmans de France. Euh, Elle nous avait fait un topo sur l'ikigai, c'est là que j'avais découvert. Et ensuite, j'avais Mhm. fait mes recherches Ouais. dessus. Et après, oui, voilà, je prends une feuille blanche, je commence à écrire tout ce qui me passe par la tête. Et Mhm. je reviens dessus, même 1 an, 2 ans plus tard. Ouais. Parce que ce que j'ai fait après, c'est je me suis un peu coupée de la vie, de la dunya. Je suis partie pendant 1 mois, j'ai fait des cours en sciences islamiques. Et du coup, C'est où ça? c'était en Allemagne. Ok. Avec quelle Et organisation? c'était l'Académie islamique de Hambourg. Ok. Comment t'avais trouvé ça? J'avais trouvé avec Je pose des beaucoup de questions, hein. connaissances. Ouais, j'avais trouvé avec des connaissances. Mais ce là en fait, c'était même pas prévu. C'était quelqu'un m'en a parlé. Je Ouais. lui ai envoyé ma candidature. Et Hmm. après, on m'a dit, bon, bah, c'est bon, t'as accepté. Dans 3 jours, tu vas là-bas. J'ai dit, ok, pas de problème. J'ai fait mes C'était quoi bagages. les critères de candidature et de sélection et le programme? Il y avait pas mal de critères. Après, il y avait déjà l'âge que moi, j'avais dépassé en plus. Et, Ouais. euh, et après, il n'y a pas vraiment de gros critères. Il fallait juste avoir fait des études. Ouais. Et ensuite, le programme, c'était, oui, voilà, tout ce qui est Qur'an, Tajwid, tout ce qui est fiqh, Ouais. akhlaq, les principes Comportement. Ouais. ouais, du début, en fait, des sciences islamiques. Et puis même au-delà de ça, être entouré par des personnes Hmm. qui ont un peu le même but, se reconnecter à Allah, donner de sa vie, se lever tous les matins, prendre le bus et aller prendre des cours et apprendre et Hmm. retourner le soir et prier ensemble, etc. C'était une belle expérience pendant 1 an. Après, je suis retournée C'était sur un an. Paris.
Machallah. Ouais, ouais. J'ai entendu un mois tout à l'heure, non? C'était un an, du coup. Ouais, un an. Ok. À ce moment-là, en fait, tu savais pas quoi faire, ou tu savais plus ou moins, ou tu t'es dit, j'ai besoin de ce temps-là pour moi, pour ma spiritualité. Ouais, bah, je savais pas quoi faire. J'avais fait mon ikigai. Cette opportunité est venue. Moi, en général, je dis jamais non aux opportunités. Et alhamdoulilah, ça m'a certainement fait du bien aussi pour revenir avec la tête un peu plus Hmm. focus, Un peu de concentrée sur recul. Ouais. ouais, qu'est-ce que je veux faire plus tard, quoi. Et c'était en anglais, du coup, ou en allemand? Non, moi, je parle pas l'allemand. Ouais, là, je me disais, du coup, Ouais. ouais. Ils faisaient un programme en anglais en Allemagne. Ouais, anglais, arabe, il y avait plusieurs langues, on venait de plusieurs pays différents. Ok, c'était assez intéressant. D'accord. Ok, bah, c'est intéressant, ça. À la fin de ces un an, je sentais que tu t'es un peu transformé, qu'il y avait un changement en toi. Ah oui, clairement, ça change. De toute façon, chaque expérience, vivre à l'étranger avec d'autres personnes, Hmm. et vraiment déjà apprendre plus sur ma religion et sur moi-même. Et voilà, ça me donnait encore plus de motivation de me dire le travail que je vais faire, peut-être toute une vie ou pas. Après, je pense pas en tout cas Hmm. pour ma part, qu'on doit faire le même travail pendant toute une vie, doit être vraiment aligné avec mes valeurs et mes croyances. Donc, quand je suis Hmm. revenue, ça m'a beaucoup aidé, même si ça m'a encore pris un an. Pendant un an, j'étais à Paris et j'avais pas de travail, j'avais Oui. pas d'études, je savais pas encore quoi faire et c'est là où je te dis, j'ai repris l'ikigai et j'ai essayé de le faire fonctionner, de faire mes recherches, etc. J'ai Ouais. beaucoup même candidaté sur Paris. J'ai eu beaucoup Mhm. d'entretiens Mhm. en tant qu'ingénieur toujours, hein. Mais on arrive toujours à cette question avec le T'as hijab. entendu le tonnerre, là? Non. Ah, c'était le Non. tonnerre. Ouais, c'est un gros tonnerre, là, à côté de chez moi. Ouais, bah, pardon, je t'ai interrompu, vas-y. Euh, ouais, c'est vrai que c'est impressionnant les tonnerres en Asie du Sud-Est. Oups. Attends, j'enlève ça parce que sinon ça va faire. Ouais. Alors, je disais quoi? Tu disais, ouais, du coup, tu as beaucoup postulé. Ah oui, Ouais. l'histoire du hijab, voilà. Ouais. Euh, Ça passe pas, hein, même si on est ingénieur et en plus ils recherchent une femme jeune. Les entretiens, ça se passait toujours bien. Et on posait des questions des fois. Est-ce que vous allez l'enlever? Est-ce que vous allez le mettre derrière? Ah, nanana, c'est dangereux. Ouais. Euh, C'est dangereux. On dirait une arme blanche. Ouais, voilà. Et moi, ça, c'était niette. Vraiment, Ouais. c'est vous m'acceptez comme je suis ou au revoir. Et Ouais. subhanallah, bah, c'est là où je me suis dit, bah voilà, j'ai fait tout mon possible pour rester dans ce métier, pour rester en France, pour travailler en France. Mais au final, voilà, on ne veut pas de moi. Euh, donc j'ai continué mes recherches jusqu'à que j'ai trouvé un autre master. Ouais. D'accord. Donc, tu as trouvé un autre master. Parce que tu as dit que tu avais fait l'ikigai, mais dans tes premiers ikigai, c'était pas incompatible avec tes compétences actuelles. Enfin, ton diplôme, quoi. Tu gardais ton diplôme dans ton savoir-faire. Oui, de toute façon, je pense que on peut toujours garder tout ce qu'on a appris. Hmm. C'est vrai que des fois, on me pose la question, ah, mais t'as fait ingénieur, c'est pour rien. Et Ouais. moi, mais pas du tout. Ils sont Au racontés à la vie, contraire. eux. Moi, Déjà, c'est quoi un ingénieur? En fait, un ingénieur, on nous apprend juste à fix the issues, régler les problèmes, je sais plus comment on dit, problem solving. Ouais, Ouais, résoudre des problèmes, ouais. c'est ça. On nous apprend à Hmm. résoudre les problèmes de manière rapide, quoi. Et en vrai, on est tous ingénieurs. Enfin, c'est juste un titre. Mais non, au Ouais. contraire, je l'utilise dans mon travail et même, on va voir par la suite, mais je l'ai utilisé euh, dans les expériences que j'ai eues avant ce travail-là et même un petit peu Hmm. pendant ce travail. Donc, c'est quelque chose Ouais. qui reste, quoi. Bien sûr. Tu as commencé à te poser des questions sur exactement où est-ce que tu pouvais t'orienter pour autre que l'ingénierie. Ouais, alors bah, c'est là où vient. Donc, pendant que je réfléchis à cet ikigai et que je mets tout sur un papier et que je rencontre pas mal de gens, parce qu'en attendant, je voyage, je rencontre des gens et je m'engage pas mal dans tout ce qui est associatif. Donc, Mhm. moi, depuis que j'avais 18 ans, donc quand je suis partie à Strasbourg, j'ai commencé à intégrer Étudiants musulmans de France et ensuite intégrer ou aider d'autres associations, que ce soit des maraudes, etc.
Et là, c'était en été, on m'appelle, on me dit, Tiel, ça te dit Paris-Marseille à vélo. Je dis, mais j'ai pas de vélo. C'était juste après le Covid, Ouais. l'été du Covid. Et du coup, je dis, vas-y, je suis chaude. J'achète un vélo. C'était un peu difficile de trouver un vélo à cette période. Et on est parti. Et c'était avec l'asso Sakana, donc qui Sakana. est une asso ouais, Mhm. de jeunes et moins jeunes, hein, musulmans, qui sensibilisent en fait la communauté pour éveiller leur conscience écologique. Et du coup, c'était ça Hmm. vraiment le but de notre périple. Au-delà de l'effort physique, du challenge physique, mental, etc., il y avait cet aspect de sensibiliser les communautés, parce qu'on s'arrêtait à chaque fois dans des mosquées pour Oui. discuter avec les personnes sur place et de leur montrer, bah voilà, regardez, on voyager sans émettre aucune émission de CO2, Mhm. voyager lentement. On n'a pas beaucoup de choses derrière sur nos vélos. On profite des paysages, on rencontre des gens, on est assez flexible. Et donc, tout ce côté minimalisme, voyager lentement et voyager sans émission de carbone, sans prendre aucune fois ni le train, ni la voiture, ni rien du tout, et Hmm. traverser la France. Et ça a été un très beau, très, très belle expérience pour moi. Et même pour nous, ça nous a soudés, on a appris beaucoup de choses. Voilà, on vit H24 ensemble, on rencontrait aussi pas mal de gens. Il y avait des imams des fois qui nous suivaient sur 50 kilomètres. Il y avait des tatas, on était tout le temps très bien accueillis. Hmm. On est allé dans la France profonde aussi, donc il faut savoir qu'ils voient débarquer 10-15 Barbu et voilé. personnes, ouais, barbus, hijab, etc. Et en fait, ils étaient super sympas. Il n'y avait pas Ouais. cette islamophobie que j'avais vécue dans le travail, Ok. en tout cas dans ma recherche d'emploi. Et du coup, quand je suis rentrée, je me suis dit, ah oui, moi, ça m'a réveillé aussi ma propre conscience écologique. Et c'est là où je voulais faire quelque chose qui était en lien avec développement durable, environnement, rester dans l'ingénierie, mais dans ces domaines-là. Et ce serait top si c'est dans l'humanitaire. Et c'est là que j'ai recherché, en fait, sur Internet. Et j'ai vu qu'il y avait deux masters qui existaient, un en Angleterre, un aux États-Unis. Mhm. Et je regarde, je vois que la date, elle est passée. On était en août. La date d'application de candidature est passée. Je me Oui. suis dit, je candidate quand même. J'envoie, je force un peu, j'envoie un email. Je dis, voilà, ça m'intéresse grandement, etc. Et Hmm. c'était juste avant qu'il y ait le Brexit. Donc, c'était la Ouais. dernière année où je pouvais profiter de pouvoir aller en Angleterre et étudier avec des tarifs anglais et Préférentiel. européens. Ouais. C'est ça. Et voilà, ils m'ont accepté et j'y suis allée un mois plus tard. Ok. Donc, le master, ça s'appelait Humanitarian Engineering and Sustainability. Donc, ingénierie humanitaire et développement durable. C'était un an. Ok. D'accord. Et donc, un an, l'Angleterre, un autre contexte, notre culture. Qu'est-ce que tu Ouais, retiens de cette expérience? c'était intéressant. J'habitais vraiment, on va dire, dans la campagne. Ouais, c'était à Warwick. C'est à côté de Coventry, à côté de Birmingham. Donc, il n'y a vraiment Ok. pas grand-chose. Et c'était un contexte de Covid. Je suis arrivée, il y avait le confinement. D'accord. J'avais pas le droit de voyager. Ouais. Je pouvais même pas prendre un train pour aller à Londres ou rencontrer mes amis. Hmm. Donc, c'était assez intéressant. Et ça m'a aussi appris à vivre avec moi-même, quoi. Seule, Hmm. ne pas bouger, me concentrer sur mes études et me concentrer sur moi-même. D'accord. Ok. Très bien. Donc, tu finis ton diplôme visiblement avec succès. Et tu commences déjà à postuler avant la fin, j'imagine, un petit peu. Ouais, alors même avant de finir, j'avais vu une offre passer aux Nations Unies Oui. pour un stage, donc j'avais Ok. postulé et ils m'ont accepté. Donc, ce qui fait que en même temps que j'écrivais ma thèse, j'étais partie au Danemark pour faire un stage. Mhm. Donc, même avant d'être diplômée. Et donc, c'était un super poste. C'était ingénieur énergie verte Oui. euh, au sein des Nations Unies, le programme de développement, le Mhm. NDP, à Copenhague.
Donc là, c'était pour moi l'offre parfaite parce que ça alliait le côté ingénieur et le côté développement humanitaire. Ouais. Ok, très bien. Et ça se passe bien? Ah, c'était trop bien. Déjà, la vie dans les pays du Nord est super intéressante, super calme et vraiment, moi, j'ai toujours une bonne vibe en fait. Quand j'étais là-bas, je prenais mon vélo, j'allais au travail, qu'il fasse même froid ou qu'il vente. Les pistes cyclables là-bas sont hyper sophistiquées Ouais. et, Donc là, tu et savais oui, faire du vélo, c'est là, tu avais l'habitude, tu avais ouais, ouais. l'expérience. Ah, ça y est, moi j'adore me déplacer à vélo et Ouais. Copenhague, c'est la ville parfaite pour ça. C'est pas trop grand, pas trop petit. Il y avait aussi une bonne communauté et au travail, c'était top, c'est assez flexible. On était une équipe de jeunes, on venait de plein de pays différents. Je crois qu'on était une équipe de 18. Il y avait 16 Hmm. nationalités différentes. On rencontre beaucoup de gens qui viennent de partout et c'est hyper intéressant de voir le parcours des personnes, comment on a fini aux Nations Unies, aussi comment c'est de travailler à l'intérieur Hmm, hmm, hmm. euh, et être vraiment dans ces institutions. Et puis c'est bien aussi pour le CV. Hmm. Donc ouais, non, c'était bien. Donc c'était 6 mois. Et Ok. ensuite, C'était un stage de fin d'études ou c'était en plus à la fin de tes études après? ouais, c'était en plus pendant mes études. Pendant tes études. Ok. Ouais. Tu étais au Danemark, tu faisais tes études à distance? Ouais, en fait, c'était la période, j'avais fini les cours et la deuxième D'accord. partie de mon cursus, c'était écrire ma thèse. Ah, ok. Du coup, il n'y avait Donc, pas, il y avait ouais. pas forcément besoin que je sois en Angleterre à ce moment-là. Donc, j'écrivais Ok. ma thèse et en même temps, je travaillais Ok. en tant que stagiaire. Ok, très bien. Et sans indiscrétion, comment est-ce que tu faisais pour financer un peu ces études, tout ça? Il y avait des bourses, des choses comme ça, ou c'était Alors, difficile? en général, tous les voyages que j'ai pu faire dans le cadre de mes études Ouais, euh, ou dans le cadre de mes études, j'ai toujours eu des bourses. Donc, moi, j'avais fait un stage de fin d'études en Thaïlande. J'avais une bourse et j'étais nourrie logée. Enfin, j'étais logée. ouais, Après, une nourrie, ça coûte pas cher. ouais, Pareil, quand j'ai fait un échange au Canada, j'avais une bourse. Et quand j'ai fait mes stages en Angleterre, en Chine, etc., il y avait une bourse. Et là, et du coup, par contre, pour aller étudier, faire le master en Angleterre, là, fallait mettre les mains dans les poches parce que hmm, leurs études, c'est cher. ouais, L'éducation, le système éducatif, ça reste un business. ouais, Donc là, j'ai utilisé les économies que j'avais faites quand j'avais travaillé 1 an en tant qu'ingénieur. ok, Donc, ça n'aurait pas été possible si j'avais pas travaillé avant. Et ensuite, ouais, Danemark, etc. Bon, je suis stagiaire, mais j'étais payée. Donc, hmm. Ça aidait largement, ouais, pour ouais, c'était un l'essentiel. petit salaire, mais ça permettait de payer le logement. Même si la Ouais. vie là-bas est très, très, très chère. Un kebab, c'est 12 euros à peu près. Donc, Mais ça va, ça fait plaisir. ah ouais? Ah, toi, chez Ouais. nous, c'est 7 euros déjà et on est Non, choqués. je plaisante. Ouais, c'est cher, 12 euros. Ouais. Même à Singapour, c'est moins cher que ça. Alors que, donc, tu finis tes études. Là, ouais, tu cherches autre chose, j'imagine. Enfin, ou peut-être tu as essayé de rester sur le long terme à l'ONU, ou parce que c'est difficile peut-être de rester long terme, ou tu cherchais autre Ouais, chose. non, je voulais bien rester un peu plus longtemps. Surtout que pour moi, 6 mois, c'est pas assez, c'est pas assez. On commence vraiment Hmm. à être bon dans son métier, comprendre comment ça fonctionne, les procédures, etc. Mais il n'y avait pas forcément d'opportunité à ce moment-là. Et surtout, Hmm. le service où j'étais, ils prennent des stagiaires tous les 6 mois. Donc, Ouais. ça leur fait une main-d'œuvre facile et pas très chère. Mais j'aimerais bien, pourquoi pas, dans le futur. Après, je sais pas, parce qu'une fois que j'ai goûté maintenant à l'ONG, euh, je sais pas, moi je trouve que c'est un peu plus à taille humaine et plus aligné avec ce que je suis. Ouais. Ouais. Donc, juste après, en fait, c'est là que tu rejoins l'ONG, Secours islamique. Ouais, donc après je rentre en France, Ouais. je cherche du travail, donc j'avais pas trouvé tout de suite et c'est là que je rejoins Secours Islamique Ouais. France, donc le CIF, en tant que chargé de mission environnement, climat et genre.
Ok. Tu peux nous décrire en détail un petit peu, peut-être avant nous présenter l'ONG ou l'association, je sais pas comment on dit, Ouais. et après parler un peu plus de ton rôle en détail. Le Secours islamique France, c'est une association assez connue en France. Ça fait 30 ans qu'elle existe. Et ça a commencé surtout avec des aides sociales en France. Mhm. Pas mal de personnes peuvent donner leurs vêtements. Par exemple, il y a une friperie, il y a des épiceries solidaires en place, des distributions, des maraudes. Et ensuite, depuis une bonne dizaine d'années, même plus, pardon, à peu près 15 ans, ils ont commencé à se lancer dans l'humanitaire international. Aujourd'hui, ils interviennent dans plus de 15 pays, Ouais. surtout en Afrique, Moyen-Orient, Asie. Ouais. Et donc, bah, c'est une association humanitaire comme, comme les autres, on va dire, françaises, qui, enfin, c'est au-delà du nom, euh, c'est l'aide provient à, en fait, le slogan, c'est la solidarité. La Mhm. solidarité. Excuse-moi, tu entends le. Ouais, mais c'est fini. C'est bon. C'est pas grave. Ok. Alors, en fait, leur slogan, c'est la solidarité, peu importe la religion, le genre, l'ethnie, l'âge, etc. Donc, Mhm. ça aide toutes les populations vulnérables dans le monde entier, qui répond Ouais. soit aux crises, comme on l'a vu par exemple au Pakistan, ou aux des programmes un peu plus de développement. Et Mhm. donc, dans le monde de l'humanitaire, ça fait que très récemment qu'on commence à parler de l'impact environnemental. Quel est Ouais. l'impact des humanitaires quand ils se rendent sur le terrain pour ramener une aide, Mhm. Mhm. que ce soit l'empreinte carbone ou on ramène des déchets avec nous, Mhm. ça reste dans des pays qui n'ont pas forcément les infrastructures au niveau de la gestion des déchets, etc. Mhm. Donc, ça, c'est une question qui commence à émerger. Et de là, mon métier. Donc, c'est une ouverture de poste. Hein. Avant, mon poste n'existait pas. Et pour justement regarder l'humanitaire, mais avec une approche sur les thématiques transversales qui sont Durable et l'environnement et le genre. Voilà. Faire quelque chose de durable, apporter une aide de manière durable, de la qui manière la respecte plus. l'environnement, etc. C'est ça, voilà. Donc, il y a du travail à faire en interne, que ce soit au niveau des documents, des procédures d'achat. Ensuite, il y a un travail à faire en externe, que ce soit aussi des projets d'adaptation au changement climatique, beaucoup de sensibilisation au niveau du Mhm. staff et tout ce qui est du plaidoyer. On fait beaucoup de plaidoyer collectif avec les autres ONG, Mhm. justement pour demander au gouvernement, aux agences de développement, etc., de nous aider dans cette démarche. Parce que c'est Ouais. pas forcément évident, on n'a pas forcément les outils, les ressources, et en général, ça coûte toujours un peu plus cher, donc on a besoin toujours un peu plus de financement. Ok. Est-ce qu'à travers cette expérience-là, tu penses que tu es dans ton ikigai ou proche ou à 100% par rapport à ce que on va dire, ton dream job, ton job de rêve, est-ce que tu penses que tu y es ou tu es pas loin? Mm. Ce serait super intéressant que je retourne sur mon Ikigai d'il y a quelques années et que je regarde où j'en suis. Et je pense que je Ouais. le ferai. C'est un beau rappel, merci. Mais c'est vrai que je pense que oui, je suis dedans. C'est c'est vraiment un job qui rassemble tout ce que j'aime. Peut-être qu'il n'y a pas Mhm. autant de aspects ingénierie, mais euh, ouais, ce que je fais, c'est super. Je peux aller sur le terrain. Donc, je suis assez satisfaite par rapport à ça. Trop bien. Moi, j'avais fait une sorte de formation ou c'était quoi, une sorte de mini-cours, tu vois, par rapport à, enfin, où il parlait un peu de l'ikigai. Le seul truc qu'il Mm. ajoutait par rapport à ça, c'est d'être aligné par rapport à ce que Dieu attend de nous. Ouais. C'est la chose qui ne te trouve pas dans l'ikigai parce que c'est quelque chose, on va dire, qui n'est pas lié à la religion, euh, mais du coup, pour ton cas, je pense que c'est aligné aussi. Ouais. Donc, alhamdoulilah. Bah, Ikigai en japonais, ça veut dire la raison d'être. Et donc, oui, c'est vrai que nous, dans notre euh, religion, et puis même, hein, je pense au-delà de ça, on a tous une mission sur Terre. On n'est pas là Ouais. pour rien, quoi. On peut tous Hmm. apporter quelque chose à l'humanité par nos compétences, que ce soit en savoir-être, savoir-faire. Et il faut voilà, trouver cette mission de vie
et cette raison d'être pour avoir l'impression, en fait, à travers le travail qu'on fait, bah, servir Dieu. Mm, mm, mm. Et donc, c'est ça, en fait, la ibadat, Ouais. servir Dieu. Et donc, quand on arrive à ce niveau-là et que notre travail, ça devient vraiment notre ibadah, euh, bah, je pense que ça se ressent intérieurement, on est aligné et on peut donner notre full potentiel, en fait. Ouais. 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 Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que c'est un discours, la plupart d'entre nous, on n'est pas habitués. Parce que pour nous, la ibadat, enfin, on se trouve des excuses, entre guillemets, en se disant que on travaille déjà de nourrir sa famille, tout ça, c'est une ibadat, et ce qui est vrai quand tu mets la bonne Mm, intention, mais c'est pas une mission en soi, on va dire, c'est une mm, conséquence du travail. Mais c'est vrai que je pense que tu dois avoir une certaine satisfaction à faire, à travailler dans un domaine qui, en plus d'être quelque chose que tu aimes, sert à la cause de Dieu. mm. Ouais, c'est une bénédiction. Et je souhaite à tout le monde de le vivre. Il y en a qui vont le vivre assez jeune, comme moi. Il y en a, c'est au bout on parle de la crise de la quarantaine, ils se disent, oh là là, j'arrête, faut que je fasse. Il y en a beaucoup, hein, 40-50 ans, qui arrêtent tout et qui retournent Hum, hum, labourer les terres ou faire quelque chose qu'ils ont toujours voulu faire. En fait, je pense que inconsciemment, on a des rêves. C'est là. hum. Et c'est juste qu'on n'y croit pas, on se dit non, mais c'est C'est pas possible, impossible. je peux pas vivre de ça, Ouais. c'est compliqué, des responsabilités, etc. Mais si on visualise et on se donne vraiment les moyens, en fait, Allah, il facilite, il nous donne les opportunités, mais il faut avoir cette vision lointaine. Si Ouais. on ne sait pas où on va, on va se perdre en route. Après, on Ouais. retrouve toujours notre chemin, mais voilà, c'est combien de temps On ça peut va toujours le prendre. retrouver, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et toi, cet aspect vision, tu y réfléchissais déjà depuis un moment? Ouais, j'ai réfléchi surtout, voilà, quand je te disais, ça m'a pris 3 ans que j'ai arrêté mon premier travail. Mhm. Moi, déjà, avant mon premier travail, j'étais pas, je savais que c'était pas Tu ça que n'avais je pas voulais spécialement faire. de vision, en fait, à ce moment-là. Tu n'avais pas vraiment réfléchi à une vision long terme, Ouais, ou peut-être que tu y avais réfléchi, bah, mais ça n'a pas marché. j'y réfléchissais, mais ouais, je trouvais pas. Ouais. Je me disais, bon, la société dans laquelle on vit, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Après, moi, et comme j'étais très engagée dans l'associatif, c'est quelque chose que j'aime bien, mais pour moi, c'est en plus. Hum, hum, C'est pas hum. le travail. Jusqu'à que je me rende compte que, bah, en fait, dans l'humanitaire, en tout cas, et dans l'associatif, tous les métiers existent. On peut être ingénieur, on peut être docteur, psychologue, comptable. Hum. Ouais. Tous les métiers existent dans l'humanitaire. Donc, Hum. et ça, moi, je savais pas, parce qu'on n'oublie Ouais. pas. Ouais. Donc, ouais. Mais en plus, ouais, il y a l'humanitaire, mais en plus de ça, il n'y a pas forcément, enfin, c'est pas forcément limité à l'humanitaire. On voit beaucoup Ouais. d'entreprises qui sont rentables et qui sont aussi où c'est possible de mettre sa pierre à l'édifice et d'aider la communauté. Par exemple, je pense à tout ce qui est finance islamique Mm, ou d'autres choses. Euh, c'est vrai que l'humanitaire, ça permet aussi c'est un aspect qui permet de se rendre utile à beaucoup de niveaux. Mais pour une entreprise classique, mm. c'est aussi possible de se rendre utile. Oui, clairement, Hmm. autant mettre ses compétences au service d'une cause, en fait, qui nous est chère. Voilà. Donc, que Mais en ce fait, soit l'humanitaire ouais. ou... Ce que je me dis, c'est que quand tu travailles dans une entreprise, en fait, tu travailles pour la mission de quelqu'un d'autre, en fait. Ah oui, Quoi qu'il arrive, tu vas clairement. travailler pour une mission. Soit tu décides laquelle c'est la tienne, Ouais. soit c'est celle de quelqu'un d'autre. Ah ouais, moi, c'est ça que moi, je me suis dit quand j'étais en bureau d'études. À un moment, je faisais 60 heures par semaine. Franchement, c'était dur. J'ai eu pas mal de difficultés. Et je me disais, attends, je fais tout ça pour le gars là, assis sur son bureau, sur sa chaise confortable, qui vient nous dire bonjour tous les 1 mois, et sait même pas comment je m'appelle. Et je me suis Hmm. dit, et c'était pas un trop grand groupe, hein, mais je me suis dit, mais non, si je me casse la tête, autant que ce soit pour quelque chose, une cause, quoi, mais pas pour enrichir les poches de quelqu'un que je connais même pas. Ça n'avait aucun Hmm. sens pour moi. Ouais. Le privé, pour moi, c'est... Est-ce que dans ton entourage, cette vision de la vie, c'est quelque chose qui est partagé dans certains de tes amis, de tes connaissances, ou c'est assez propre à toi ou... Hmm. Oui, dans mon cercle d'amis, c'est assez partagé. Après,
qui se ressemblent s'assemblent, je pense. Mhm. Mais pas pour tout le monde. Si je regarde, c'est vrai que je suis plus trop en contact avec mes camarades ingé, mais si je regarde aujourd'hui, si on regarde qui fait quoi, la majorité on continue leur cursus, on va dire, de carrière normale. Aujourd'hui, ça fait presque 8 ans qu'ils travaillent dans le même métier, dans la même boîte. Ils ont le salaire qui va Mhm. avec, etc. Alors que moi, pas du tout, que ce soit au niveau salaire ou au niveau statut. Il y en a certains disent que j'ai régressé, mais après, Mhm. est-ce qu'on on mesure l'évolution sur la grille salariale ou le statut qu'on a ou sur le métier qu'on fait? Donc, je sais qu'on n'a pas tous la même vision. Moi-même, dans ma famille, Mhm. euh, j'ai des personnes dans ma famille qui ne comprennent pas. Donc, mais c'est parce qu'on n'a pas la même vision de la vie. Mhm. La vision classique, tout le monde la connaît, mais plus ou moins, voilà, c'est faire des études, avoir un travail où Mm. tu vis de manière confortable. Une fois que tu as fini tes études, tu te maries, tu Ta t'achètes, l'étape d'après, maison, c'est avoir des enfants et acheter, ouais. acheter une maison ou un appart. Ta maison, ta Euh, voiture, hop, le classique et la et, retraite et c'est fini. ouais. Et ça, même chez les musulmans, malheureusement, c'est devenu un standard de réussite. Ouais. Mais ce que je comprends parce que moi, j'en veux pas à la génération de nos parents, vu Ouais. que, enfin, moi, c'est mes grands-parents qui ont immigré, mais parce que pour eux, ça a été difficile. Mhm. Même moi, mes parents, ils ont fait des études, etc. Mais voilà, eux, ils veulent peut-être ce que eux, ils n'ont pas eu, ils le veulent pour leur enfant. Donc, fais Ouais. tes études, travaille, va dans la haute strate de la société et bah, montre-leur que nous, on est là aussi. Ouais. Euh, et donc, c'est peut-être pour ça qu'ils nous poussent dans ces métiers. Ingénieur, mon Ouais. fils devient docteur et ils sont fiers quand Ouais. tu as ta blouse, etc. Un CDI. Et dans ce sens, ouais, dans ce sens-là, pour eux, ils ont de la fierté. Ouais. Mais le problème, c'est que nous, c'est pas, ça nous convient pas. C'est un truc on force sur nous. C'est pas, pour certains, il n'y a pas de souci parce que c'est leur vision des choses et ça leur va et ils ont la vision un Mm. peu carriériste et il y a aucun mal à avoir cette vision-là. Au contraire, c'est bien d'avoir des gens de notre communauté qui font des très belles carrières, qui sont tout là-haut, qui vont prendre des décisions ensuite et qui vont représenter aussi la communauté. On a besoin de ces gens-là, au même Mm, titre mm, qu'on a aussi besoin des gens mm. Ouais, bien sûr. qui ont besoin de s'épanouir dans leur travail. Je pense que c'est assez dangereux parce que, encore une fois, moi, j'en veux, enfin, comme tu as dit, c'est ce qu'ont fait nos grands-parents, c'est honorable. Mais du coup, ouais, je pense que ça s'arrête. Enfin, ça, tu le voudras toujours, même si tu as une vie aisée, tu vas vouloir que tes enfants, tu vas trouver des excuses en te disant que moi, je fais pas, je sacrifie pas, mon travail, quoi que ce soit, parce que, je veux, payer, des études super chères à mes enfants, tu vois. Hmm, Donc, je pense que c'est quelque chose qui est assez dangereux. Et je pense, hein, après, ça, c'est une vision personnelle, mais c'est pas vraiment notre objectif sur Terre d'économiser toute sa vie pour payer les études de ses enfants ou une maison, quoi. Euh, ouais. ouais, ouais, c'est pas évident. Il faut trouver en fait le juste milieu. Mais souvent, quand on fait les choses pour soi et pour Dieu, euh, on est facilité. Il y a beaucoup de manières de devenir riche. Bien sûr. Quand on fait chose pour Dieu, bah ça, c'est ouais, le concept de l'Isre aussi, de Hmm, sustenance, comme on dit, subsistance. Je pense qu'on a une vision qui est, en fait, on s'est fait plus ou moins, avoir ou endoctriner par euh, le concept de subsistance, bah, enfin, comme il nous a inculqué en fait à l'école, quoi. Il faut travailler. Si tu travailles, c'est un diplôme, il faut postuler, il faut ci, il faut ça. Et la subsistance, il faut avoir un CDI. Et là, c'est bon. Si tu as tout ça, avec le temps qui te reste, essaie de faire deux, trois trucs. hmm. Et Euh, après, le temps, il passe hmm. tellement vite, hein, et on se Ouais, retrouve. voilà, la vie passe en un clin d'œil. Ouais, Tu arrives à la fin de ta vie et tu te dis, mince, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Qu'est-ce que j'ai foutu ouais. de ma vie? Tu sais, on dit, t'as 3 périodes de ta vie. Quand tu es jeune, en fait, il y a 3 choses qu'on a. Donc, quand tu es jeune, t'as le temps et l'énergie.
mais tu n'as pas l'argent. Mhm. Ouais, Euh, Quand tu es jeune adulte, on va dire, tu as l'argent, tu as l'énergie, mais tu n'as plus le temps. ouais, Et ensuite, ouais. quand tu es vieux, un peu plus âgé, bah là, tu as l'argent, tu as le temps, mais tu n'as plus l'énergie pour faire les choses. Donc, si on Mhm. reste comme ça dans le système dans lequel on vit, ben, en fait, du coup, on n'arrive pas à aller au bout de nos rêves et de ce qu'on a vraiment envie de faire. Si on reste comme ça dans cette loupe, ce système, en Spirale. fait, Ouais. cette spirale, et si on sort pas de là, bah, au final, on ne profite pas. Et si nous, on ne profite pas et qu'on ne peut pas être épanoui, on ne peut pas avoir une bonne influence et un bel impact, et même, je dirais, Mhm. une sadaqa jariya, une legacy sur le monde qui Un nous entoure. héritage. Ouais. Ouais, Je fais le traducteur, on dirait. merci. Ouais. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Et même par rapport aux enfants, en fait, parce que c'est souvent l'excuse dès qu'on commence à travailler. Ouais, mais Mhm. les enfants, il faut payer ci, il faut payer ça. Tu sais, on entend souvent, ouais, on est faible en France parce qu'on n'a pas pouvoir économique, etc. Je suis pas d'accord. Enfin, j'ai changé. Au début, j'ai pensé à, je croyais un petit peu au début, mais j'y crois plus du tout. J'y crois plus du tout. Je pense que c'est le plus important, c'est plutôt le mindset, l'état d'esprit que tu transmets, Mhm. l'éducation, l'exemple que tu montres. Ouais, le fait que tes enfants puissent voir en toi que tu es dans une mission pour Dieu et qu'ils comprennent vraiment pourquoi ils sont sur Terre et qu'ils doivent travailler pour ça et pas pour autre chose. Ouais, clairement. Mhm. Ouais, c'est profond. Mais je suis content d'avoir parlé de ce sujet, parce que j'aime beaucoup ce sujet-là. D'ailleurs, je me dis toujours, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas, mais j'hésite, tu vois. Mais vu que toi, tu es à fond dedans, là, je pense que c'était l'occasion d'en parler. Bah écoute, peut-être il y a une dernière chose sur laquelle on pourrait parler avant de conclure sur les questions de la fin. Tu es aussi active au FEMISO, c'est Ouais. ça? Euh, qu'est-ce que le FEMISO? Qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est un truc à côté? Ouais, donc c'est vrai, il y a toute ma vie associative à côté du travail. Euh, FEMISO, c'est une fédération, un forum d'organisation, association de jeunes ou étudiants musulmans dans toute l'Europe. Donc aujourd'hui, c'est 31 membres dans plus de 21 pays européens. Et c'est vraiment une plateforme entre les associations donc de jeunes et étudiants musulmans au niveau national et les institutions européennes. On travaille beaucoup avec Conseil de l'Europe, Commission européenne, etc. Et on a quatre piliers. C'est des formations, la représentation des Mhm. musulmans à l'échelle européenne, euh, le networking, le réseautage, et tout ce qui est campagne. Et donc, voilà, Ok. sur ces quatre piliers-là, on fait pas mal d'événements, que ce soit des formations sur beaucoup de sujets différents, hein. On a fait sur euh, le plaidoyer, on fait beaucoup sur le plaidoyer, la représentation, plaidoyer environnemental. On a fait aussi des trainings sur la santé mentale. Mhm. Là, le prochain, c'est sur l'intelligence artificielle. Donc, on vient de Ouais. fermer notre euh, application call. Et Candidature. donc, Rappel à la candidature. ouais, des appels à candidature. Et donc, il y a beaucoup. Ce qu'on fait aussi souvent tous les 2 ans, on ramène une délégation donc de jeunes musulmans européens au Parlement européen à Strasbourg Ouais. pour justement discuter de toutes ces thématiques. Moi, ça a été des événements qui m'a complètement fait changer ma perspective. Justement, quand j'avais intégré FEMISO en 2018, j'étais Mhm. partie donc au European Youth Event, et Ouais. il y avait 8 000, 10 000 jeunes qui étaient venus de l'Europe entière pour discuter de Mhm. sujets. Et à cette époque-là, il y avait pas mal de panels super intéressants, mais il y avait des panels sur le Burkini et je sais pas quoi. Et il y avait pas mal de gens aussi d'extrême droite qui venaient. Et en Mhm. fait, c'est là que je me suis rendu compte, on parlait de nous, mais on n'était pas là. Et franchement, sur les Mhm. 8 000, il y avait très, très, très peu de musulmans. On était quasiment les seuls. En plus, on avait tous les mêmes t-shirts, etc. Et on voulait être visible pour leur dire, Mhm. bah, on est là. Et c'était dommage de ne pas voir plus de musulmans dans dans ces endroits-là,
dans ces Ouais. institutions, là où les gens prennent des décisions, parce que cet événement, il est mis en place par les parlementaires pour justement avoir les idées des jeunes pour ensuite pouvoir voter et proposer des actions. Donc, si nous, on n'est pas là pour faire le plaidoyer, représenter notre voix, et aujourd'hui, on voit au niveau des parlementaires européens, au niveau des pourcentages, on t'en compte pas sur plus que tes doigts de la main, alors qu'on représente un pourcentage, je ne sais Musulman, tu plus veux dire? Ouais. exactement, ouais, de musulmans en Europe. Donc ça, c'est problématique. Donc nous, le FEMISO rapporte vraiment ce côté institutionnel au niveau des prises de décision et faire entendre notre voix. Donc nous, on aide des Mhm. associations qui sont au niveau du local, grassroots, mais on Ouais. leur donne aussi une possibilité de s'entreconnaître déjà entre eux. Ça donne plus de force, ça nous inspire plus et Ouais. de porter notre voix à l'échelle européenne. Trop bien. Et pour participer à cette conférence qui a lieu tous les 2 ans, tu disais, faut Ouais, pas appartenir à une association ou c'est n'importe qui peut se pas pointer. forcément, pas forcément. Ouais. Il y a toujours un nombre de places dédiées pour nos membres, ça Mhm. c'est sûr. Mais en général, la plupart de nos événements, hein, que ce soit on appelle ça les study sessions, qui sont organisés avec le Conseil de l'Europe, dans les locaux du Conseil de l'Europe, dans le département de la jeunesse. Il y a toujours des places et c'est ouvert à tous. Il suffit de suivre les réseaux sociaux sur Mhm. Instagram, Facebook, etc., ou notre site internet, femiso.org, et tout le monde peut y participer. Et je Et conseille non, mais vraiment. d'accord, bah, je mettrai ça en description, Inch'Allah. Mais Ouais. à part ça, pour participer à l'événement, je parle sans faire partie du FEMISO. Tu peux pas rentrer comme tu veux Ah, dans si, alors l'événement, en fait, ouais, on avait rencontré des gens, bah, justement des musulmans qui étaient rentrés via d'autres délégations. En fait, pour rentrer dans cet événement, il faut créer une délégation au nom d'une association. hein. Donc, soit si tu arrives à y aller avec une autre association non musulmane, hein, locale, ou Mhm. soit Mhm. toi, tu peux créer ta délégation. C'est pas très compliqué, il faut aller sur le site. Après, bon, ils te demandent quand même des documentations euh, de l'asso, le statut légal, etc. Et après, tu Parce que peux avoir l'assaut du FEMISO, elle est basée où? sur Bruxelles. Bruxelles, ok. En D'accord. fait, ouais, on a ouvert l'association donc il y a 26 ans à Bruxelles et on a un bureau aussi à Bruxelles. Mais comme on vient un peu de plein de pays, Mhm. euh, on est plus de 70 volontaires, donc on travaille beaucoup en ligne. Ok, très bien. Écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions essentielles. On va terminer par quelques questions de la fin. Euh, Les questions de la fin. Question de la fin, ouais. À moins que tu aies quelque chose à dire avant. Non, non, non. Quelle est la compétence ou quelles sont les compétences que tu trouves les plus utiles au travail ou dans la vie de tous les jours Euh, que tu as, hein? je pense c'est l'aspect intelligence sociale, tout ce qui est humain et intelligence Ok. émotionnelle. Vu qu'au final, je pense que au-delà de la technicité, compétences techniques, ce qu'on appelle les Mhm. hard skills, on parle beaucoup maintenant des soft skills, Ouais. et je pense que ça, c'est encore plus, ça, ça, ça change complètement. Si on a ça, après, c'est facile Mhm. d'apprendre un peu des compétences techniques. Pour moi, c'est hyper important. D'accord. Quelle est la chose que tu préfères dans ton travail? Euh, être utile. Très bien, simple, précis, concis. Mm. Quelle est ta routine préférée? Si tu en as plusieurs, tu peux s'en parler. Ah, moi, j'aime pas du tout la routine. Ouais, d'accord. Ouais. Tu dois avoir des choses qui reviennent régulièrement dans tes semaines, ouais, qui t'aident soit à Bah, progresser ou à garder l'énergie ou ce genre de choses. en ce moment, c'est vrai que quand on travaille, on est presque dans le métro boulot dodo, hein, ce qui est un Ouais. peu dangereux. Mais je dirais, on va dire une routine qui n'est pas une routine, mais qui est un peu du travail, du social, c'est-à-dire enfin, rencontre avec ses amis, sa famille, une partie pour soi-même, se ressourcer. En général, j'aime bien sortir, voyager ou aller dans la nature. Mhm. Et,
Et oui, l'aspect apprentissage, apprendre des nouvelles choses. Moi, j'adore apprendre, être curieuse et vraiment apprendre d'autres choses. Hmm, hmm. Ouais. Ok. Est-ce que tu as une recommandation de livre, documentaire, quelque chose qui t'a marqué? Hmm, j'avais pas préparé ça. En fait, il y en a plein, mais pour retrouver les noms. Euh, j'ai une recommandation, c'est peut-être pas un livre, même enfin, les personnes peuvent lire sur ce Ouais. sujet, en tout cas. Déjà, tout ce qui est Ikigai, je conseille de se renseigner sur la chose. Et tout ce T'as pas de qui livre, est... t'as un livre en particulier sur l'ikigai ou... Non, je sais plus. Je sais qu'il y en a un qui existe, mais je sais plus ce Ouais, qu'il a ouais, je pense, écrit. ouais, il y en a plusieurs. Ouais, ça Ikigai, doit se livre, trouver. je prendrai Ouais. le premier qui vient. Ou bien je mettrai juste Ikigai. Ouais. Après, tout ce qui est développement personnel, Ouais, pour moi, c'est la base. C'est hyper important. D'ailleurs, je sais pas, ça devrait être obligatoire quand on a 17 ans à l'école avant de choisir qu'est-ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai été formée enfin, j'ai fait des séminaires sur l'énéagramme. Donc, c'est 9 types de personnalités, mais après, il en existe plusieurs, des plus simples. Il y a le Insight, le DISC, c'est avec 4 couleurs. ouais, Le MBTI, il est un peu, c'est 16 personnalités, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais. enfin, moi, je conseille vraiment tout ce qui est développement personnel pour savoir qui on est et comprendre vraiment le monde et qui sont les autres. Et ça, c'est primordial dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail ou que ce soit dans sa vie personnelle. Hmm, Et moi, ça m'a changé énormément ma vision des choses et mes relations avec, quand je te parlais d'intelligence sociale avant et intelligence émotionnelle, c'est surtout grâce à hmm, ça, grâce au développement ouais. personnel. Donc Donc je sais en qu'il y a gros, des livres. le concept, c'est enfin, déjà travailler sur soi, mais en plus de comprendre un peu les différents types de personnalités des gens, comment aborder les choses, enfin, c'est comprendre comment les gens réfléchissent, Ouais, pourquoi ils réagissent pas pareil que nous, ce genre de choses. ouais, exactement. Pour moi, ça, c'est hyper important. Est-ce que tu as un livre en particulier par rapport à ça ou non? Je n'ai pas forcément. Juste, je déconseille de faire comment on appelle ça? Des formulaires où il faut répondre à des questions et on te donne ton type de personnalité. En Ouais, général, c'est pas très, on répond pas forcément de manière honnête ou c'est pas toujours. Enfin, en général, c'est mieux de lire et de discuter avec les personnes. Et je sais qu'il y a pas mal de séminaires. Je peux donner plusieurs personnes. Moi, je l'avais fait avec Firdaus Motivation. mhm, Je sais qu'il y a Myriam Lakdar qui le fait aussi. ouais, Il y a pas mal de personnes du coup qui le font avec cet aspect spirituel euh, et hmm, islamique. ouais, Donc ça, je conseille. Ils le font des fois même en ligne ou sur, pas forcément en France, hein, France, Belgique, etc. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui viennent de partout. ouais, Et du coup, c'est plus intéressant parce que on discute avec les gens. Et donc, on se rend compte en fait de la pluralité des personnes, même s'ils sont le même type, le même numéro, ils sont complètement différents. Et c'est ça de se dire hmm, aussi, voilà, il faut pas non plus mettre des gens dans des cases ou se dire, moi, je suis dans une case. C'est pas le but, hein. Vraiment, c'est se dire, OK, moi, je comprends pourquoi j'agis comme ça. J'essaye de développer tel aspect, tel autre aspect, voir quels sont mes points faibles et comment les améliorer pour être une ouais, personne la plus complète possible. Même en arabe, on dit l'insan kamil. Et c'est aussi ça notre but durant notre vie ouais, euh, et qui nous aidera à accomplir notre mission parce qu'on ne peut pas accomplir notre mission pour Allah si on ne sait pas qui on est. ouais. Donc voilà. Très bien, très bien, très bien. Si un auditeur ou une auditrice a une question à te poser ou souhaite suivre ton travail, si tu es visible en ligne, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Je serais ravie de répondre à certaines questions, de discuter avec vous. J'ai pas Bah, sinon, sur LinkedIn, euh, je pourrais Hmm, mettre mon LinkedIn. ouais, je le retrouverai, je pense. Enfin, je l'ai déjà d'ailleurs. C'est comme ça que je t'avais contacté, je crois. Très Ok. bien, très bien. Bah écoute, Ibtihal, je te remercie beaucoup pour ton temps. On a une discussion très enrichissante pour moi, en tout cas. J'espère pour les auditeurs et les auditrices. Euh, je te remercie beaucoup pour ta disponibilité et je demande à Dieu qui te facilite pour la suite. Amine Ajma'in, toi aussi, barakallahu fik, Abderrahman. Et Fik continue barakallah. à faire ce que tu fais. Je te remercie, Ibtihal. Je te dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Alaykoum salam. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast
et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.